de parler plus précisément d'innovation et recherche dans les structures accueillant des enfants en réadaptation. Et donc, j'ai volontairement, bien sûr pas toute seule, avec le groupe de travail, on a volontairement choisi de parler de structures accueillant des enfants en réadaptation, parce que ça peut être des structures libérales, des SMR, des structures médico-sociales, parce que l'idée, c'était vraiment de savoir comment on peut faire pour développer l'innovation et la recherche dans toutes les structures qui accueillent au quotidien les enfants. Et donc, on en a déjà parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, qui connaissent les enfants. Donc, c'est des images générées par ChatGPT. L'idée, c'était de savoir comment on allait pouvoir se projeter dans la réadaptation de demain. Et on voit qu'en SMR pédiatrique, on a beaucoup d'opportunités avec pas mal d'avancées technologiques, la réalité virtuelle immersive, jeux vidéo actifs, des dispositifs robotiques. On en a vu au JO. Donc il y a beaucoup de développements qui ne sont pas encore complètement arrivés aux enfants, mais qui sont en cours. La e-santé, on a parlé de téléréadaptation, de télésoins aujourd'hui. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui sont à développer aussi. Donc, il y a différents enjeux, à la fois sur la poursuite du développement, mais aussi sur l'implantation dont on parle depuis le début de la journée, des nouveautés dans les structures existantes qui accueillent au quotidien les enfants. En parallèle, on a des spécificités en réadaptation, euh, et notamment en réadaptation pédiatrique, qui sont qu'on fait des projets de soins qui sont au service du projet de vie. Donc, ça veut dire que on est très en lien avec le quotidien de l'enfant, que ce lien, il est à conserver, il est à valoriser. Il peut être utile peut-être d'ailleurs pour d'autres spécialités, et qu'on travaille avec l'environnement de l'enfant et de sa famille. Et il y a tout un enjeu de pouvoir d'agir dont on a parlé avec les plaquettes, avec l'éducation des parents, de l'enfant et de sa famille, donc avec des modèles qui sont à développer et une prise en charge en soins classiques, on va dire en séance par exemple de kinésithérapie, qui tend à évoluer et qui devient beaucoup plus large que simplement une séance de kinésithérapie de 30 minutes. Et donc, pour tous ces éléments, il y a besoin de créer, il y a besoin d'évaluer, il y a besoin d'une dimension recherche et innovation, et bien sûr, il y a aussi besoin d'implanter et d'avoir une dimension de projet de manière pratico-pratique dans les structures qui accueillent ces enfants. Donc, je suis toute seule aujourd'hui, mais je n'étais pas du tout toute seule pour travailler. On a travaillé avec Guy Letellier pour organiser ce groupe de travail et avec un groupe multidisciplinaire de participants avec à la fois des professionnels de réadaptation, des médecins, mais aussi des personnes qui avaient plus d'expertise dans le domaine de l'innovation et de la recherche. Et donc avec bien sûr aussi une famille partenaire et une représentation qu'on a essayé d'être euh, une représentation du territoire. Donc, notre objectif dans le groupe de travail, c'était de faire un état des lieux du développement des projets, donc à savoir l'amélioration des pratiques de soins au sein des structures, donc la dimension vraiment quotidienne dans les services qui accueillent les enfants, mais aussi de l'innovation et de la recherche euh, en Bretagne et Pays de la Loire. On voulait identifier le positionnement des professionnels qui travaillent dans ces structures vis-à-vis de ces développements. Et enfin, la commande était d'identifier les enjeux, mais aussi pour trouver des idées de façon à faciliter le développement des projets d'innovation et de la recherche en profitant des dynamiques présentes sur les deux régions. Donc, au niveau de la méthodologie, on a réalisé une enquête dont je vais vous parler tout de suite, puis un groupe de discussion et 2 entretiens individuels. Et on a travaillé avec le groupe de travail sur des propositions qui seront bien sûr à discuter et tout à fait discutables. On a rencontré les référents innovation et SMR pédiatrique de l'ARS Bretagne aussi qui nous ont un peu challengé sur la suite et une discussion qui a lieu aujourd'hui. Donc, au niveau de l'enquête, les objectifs, c'était à nouveau de donner un panorama de ce qui existe, d'identifier la structuration qui permet le développement des projets de manière pratico-pratique, de façon à pouvoir savoir dans quelle direction on peut aller. L'enquête, elle était destinée aux professionnels des services, aux équipes de direction, aux équipes de recherche et d'innovation des établissements qui accueillent ces enfants. Et donc, il y a une analyse des données quantitatives une analyse avec des statistiques descriptives pour les données quantitatives et une analyse de contenu pour les données qualitatives.
Au niveau des professionnels qui ont répondu, on avait essentiellement des professionnels de réadaptation et des médecins. On avait majoritairement des professionnels qui travaillaient dans les SMR, mais on avait quand même quelques professionnels qui travaillent dans des structures médico-sociales et même quelques professionnels qui travaillent en cabinet libéral. Donc une répartition globalement sur le territoire des répondants. Et donc une première question était de savoir à quelle fréquence les outils de réadaptation un petit peu innovants sont utilisés de manière pratico-pratique dans les services. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une utilisation assez courante des programmes ETP, qui va bien avec notre culture de collaboration avec les enfants, avec leurs familles, et avec cette transformation et qui vise à rendre l'enfant et sa famille un peu plus acteurs dans le projet de soins au service du projet de vie. Si on regarde les autres technologies, donc les jeux vidéo actifs, donc les jeux vidéo actifs, c'est la Wii ou la Switch. Donc ceux-là, ils sont bien utilisés dans les services. Par contre, les autres dispositifs, donc que ce soit la e-santé, la réalité virtuelle immersive ou les dispositifs robotiques sont assez peu utilisés. Si on regarde à quel point il y a un souhait d'utiliser davantage les outils, on voit que l'ETP sort de manière assez forte à nouveau, mais que pour l'ensemble des dispositifs, il y a quand même un souhait de développement et donc une volonté de pouvoir utiliser ces nouveaux outils en pratique dans les soins pour les enfants. Ensuite, si on fait l'état des lieux, plutôt du développement de projet, donc à nouveau, ça peut être le développement de nouveaux programmes de soins, nouveaux outils, nouvelle organisation pour les enfants accueillis. Et ça concerne à la fois la dimension projet, donc on utilise des choses qu'on sait être bénéfiques pour les enfants dans la littérature, ou bien la dimension recherche, donc on crée des nouvelles choses ou on évalue des choses. Donc concernant la création, on voit qu'il y a quelques développements de projets qui ont été réalisés dans les SMR pédiatriques, avec notamment toujours ces programmes ETP qui sont assez présents, mais aussi les nouvelles organisations. On vient d'en discuter tout à l'heure avec les thérapies intensives. Quand on pose la question toujours de la participation des structures, des professionnels des structures qui travaillent en réadaptation pédiatrique, on voit qu'il y a très peu d'évaluation de projet. Donc la dimension recherche clinique et savoir si ce qu'on fait, c'est réellement utile ou pas pour les enfants, elle est moins présente. Ensuite, quand on essaye de savoir comment les professionnels se projettent dans la participation à des projets, à nouveau, soit d'implantation de nouvelles choses dans les soins, soit de recherche, soit d'innovation, on voit que tous les professionnels considèrent que c'est important ou très important d'être impliqués dans la création ou dans l'évaluation, qu'ils considèrent également important d'impliquer les familles et idéalement les enfants. Dans la partie plus qualitative, avec le groupe de travail, on demandait aux répondants de décrire les nouveaux programmes, les nouveaux outils ou les nouvelles organisations qui avaient été mis en place ou qui avaient été construites dans les services. Donc, ce qu'on voyait, c'est que il y avait beaucoup de structures qui avaient travaillé sur la thématique des stages intensifs dont il vient d'être question, des programmes ETP dont on a déjà parlé, de nouvelles formes de prise en charge associant des stages intensifs et l'éducation thérapeutique. Il y avait certaines structures qui avaient aussi travaillé sur la thématique des aides techniques, donc propres à la réadaptation, sur l'adaptation de l'environnement, notamment dans le service. Il y avait des équipes qui ont travaillé sur les thématiques plus de coordination avec l'équipe mobile, le guichet unique maladie rare. Donc on voit que cette dimension projet, amélioration des pratiques de soins au sein des structures, il y a déjà une dynamique qui existe et que cette dynamique, elle est très en lien, très en accord avec les données scientifiques. Concernant la création de nouveaux outils pour la réadaptation, donc dans le domaine plutôt de l'innovation, parce que pour le coup, il s'agissait d'une collaboration avec une entreprise, il y avait moins d'exemples, mais il y avait cette dimension qui existait quand même, et cette possibilité-là dans les structures de soins accueillant les enfants en réadaptation pédiatrique. Ensuite, il y avait des questions qui avaient pour objectif de savoir comment ça s'était passé. Et donc, comment ça s'est passé? Majoritairement, ça s'est fait à moyen constant, avec un professionnel du service, sans libération de temps. Parfois, il y avait
un peu de libération de temps, mais dans la moitié des cas, il n'y avait pas de temps spécifique dédié pour les professionnels qui travaillaient sur le projet, donc des réalisations de projets souvent sur le temps libre. Quand on demandait quelles avaient été les collaborations, les supports internes ou externes, ce qui ressortait le plus, c'était le fait de collaborer avec une autre équipe de soins. Donc, on a la chance de travailler sur un territoire qui est quand même relativement circonscrit. On se connaît plutôt bien parce qu'on est dans une niche et donc c'est quelque chose qui est utilisé. La collaboration avec une ou plusieurs équipes de recherche sortait également de manière assez fréquente pour ces projets de création de nouvelles activités ou création de nouveaux soins dans les services. Et à nouveau, cette importance de la collaboration avec les familles, les patients partenaires. Donc ensuite, quand à nouveau c'était une question ouverte, une question semi-ouverte, on questionnait les répondants sur quels sont les facteurs qui ont permis la réussite du projet. L'élément qui ressort de la manière la plus fréquente, et c'est vraiment très très important, c'est la motivation des professionnels impliqués dans le service de soins qui travaillent parce qu'ils ils attribuent beaucoup de sens à leur métier pour les enfants et pour améliorer ce qui est proposé aux enfants et à leurs familles. Les autres éléments qui ressortent, c'est la cohésion de l'équipe, le fait qu'un professionnel ait pu se détacher, la qualité des liens avec la direction. Dans les éléments plus externes, il y a le fait d'avoir été soutenu par des personnes ayant une expertise spécifique, le soutien par les familles, les associations de familles, et le fait de pouvoir travailler en fédération. Une deuxième partie du questionnaire était destinée à savoir, bah, euh, au niveau des programmes de soins qui étaient programmes de soins, nouveaux outils, nouvelles organisations qui étaient évaluées, comment ça s'était passé. Donc à nouveau, il y avait cette même structuration de l'enquête avec l'identification des projets. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup moins de situations décrites. Donc, moins cette dimension de recherche clinique, moins cette dimension d'évaluation de est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Donc, dans les éléments qui rentrent dans la dimension projet, il y avait bien sûr les évaluations annuelles et quadriennales des programmes ETP. Et après, on voyait que certaines équipes participent à des projets de recherche et que la promotion de projet, par contre, était moins présente. Et donc, les éléments de description sur comment ça s'était passé en pratique dans la structure étaient globalement similaires à la partie création. Concernant les collaborations et les supports internes ou externes, vous voyez que, à nouveau, la collaboration avec les autres équipes de soins était très présente, de même que la collaboration avec les équipes de recherche, qui était pour le coup avec la fréquence de réponse la plus importante. Donc, en réponse à ça, on voit en synthèse qu'il y a une motivation des équipes, des professionnels des structures pour développer de nouvelles choses, pour implanter aussi les résultats de la recherche. On voit que par contre, au niveau du développement de la recherche, notamment la recherche clinique, il y a moins d'éléments. Et donc, c'est des choses qu'on a essayé d'approfondir avec des entretiens et des groupes de discussion. Donc, on a choisi volontairement de questionner deux structures qui sont des structures qui ne sont pas des CHU, donc des structures privées à but non lucratif ou à but lucratif. Et en parallèle, d'avoir un point de vue complètement extérieur avec le développement de projets de recherche en réadaptation pédiatrique au Canada. Donc, ici, ce sont les résultats sur les interrogations des deux structures privées à but lucratif et à but non lucratif. Donc, le positionnement initial était le même. Notre mission à nous, c'est pas de développer de la recherche, mais c'est vraiment de prendre en charge les patients, donc une mission qui est prioritairement clinique. Mais on a fait le choix de développer la recherche parce qu'initialement, on est parti du constat que on était considéré comme un vivier pour le recrutement des patients pour les études. Et donc, on a vu que pour les structures qui développent les projets de recherche, on est attractif parce qu'on a beaucoup de patients. Et on a fait ce choix-là aussi petit à petit parce qu'on a vu qu'on est dans un domaine qui est porteur avec plein de choses qui peuvent être développées. Il y a une place pour les nouveaux modèles de soins et c'est attractif pour les professionnels. Et donc, la diapositive suivante, désolée, ce n'est pas présenté comme ça, mais c'est pas grave.
Mon objectif était de montrer un peu la manière dont ils ont construit le développement de la recherche dans leurs établissements. Tout d'abord, il faut retenir que c'est une démarche qui a été inscrite dans le temps. En général, ils disent que ça a été porté par un ou plusieurs médecins et qu'il y a eu une montée en compétences de manière très progressive des professionnels de réadaptation qui avaient une appétence pour la recherche. Et qu'un des facteurs de succès de leur démarche, c'était d'avoir une stabilité des professionnels et donc cette possibilité de monter en compétences. Un autre élément qui était très important dans leur discours, c'était de dire bah, on a fait une construction avec la direction générale. Donc, c'était vraiment une co-construction. La recherche et l'innovation, dans les deux cas, elle est inscrite dans le projet d'établissement et elle appartient aux orientations stratégiques. Donc, c'était un choix qui était assumé du côté de l'équipe médicale initialement et du côté de la direction, avec une mise en place d'organisations pratico-pratiques, un staff hebdomadaire dans l'une des structures avec la direction générale directement pour l'orientation stratégique. Et dans l'autre cas, un circuit court entre le médecin qui est responsable du développement de la recherche et la direction de façon à décider ou non de la promotion des projets. Bien sûr, ils ont parlé de l'enjeu de l'équilibre financier avec différentes sources de revenus, entre guillemets. Le crédit impôt recherche, les mairies, SIGAP, SIGREC, les appels à projets, avec notamment les appels à projets innovation, avec les fonds régionaux, avec pas mal d'exemples en Bretagne. Et pour certains, des prestations directes auprès des entreprises. Et donc, de manière pratico-pratique, dans une des structures, le responsable du développement de la recherche me disait, en fait, on établit un budget avec les dépenses et les recettes certaines, à risque très incertain. Et ensuite, lors du staff, avec la direction, on décide si oui ou non on y va. Des facteurs de succès qui étaient identifiés pour la démarche, c'était tout d'abord le lien fort avec les cliniciens. Donc, il y a une expertise qui est présente dans les structures et il faut la mettre en valeur. L'autre chose, c'était l'acculturation des professionnels des services à la recherche, puisque, de nouveau, ce n'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude. Le fait d'avoir des professionnels cliniciens, chercheurs, avec des temps partiels sur les deux missions, était identifié comme quelque chose qui pouvait vraiment être aidant. Il y avait aussi une dimension d'entretien de la dynamique, avec le fait d'appartenir à un réseau qui peut être vraiment stimulant pour les équipes de recherche et innovation. Ensuite, je me suis demandé, par rapport à ce qu'on peut faire en France, on voit au Canada qu'il y a un vrai modèle de développement de la recherche en réadaptation, et notamment en réadaptation pédiatrique. Et donc, je me suis dit, d'identifier les points forts et les points faibles, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour savoir dans quelle direction, nous, en France, il faut qu'on aille. Donc, avec le groupe de travail, on a décidé d'interroger quelqu'un qui avait une expérience un petit peu différente de la nôtre. Et donc, l'exemple du projet dont je vous ai parlé, c'est le développement d'une technothèque par Daniel Levac, qui est professeur en physiothérapie au Canada, qui est au service des professionnels de réadaptation du CHU Sainte-Justine à Montréal. Et donc, dans le projet, de manière pratico-pratique, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'abord une identification des enjeux de recherche, puis le développement de certains jeux, la création et l'amélioration de la technothèque en collaboration avec les cliniciens, dans un processus continu de recherche-action et toute une partie évaluation de l'intérêt du dispositif. Donc, ce que ma collègue canadienne disait, c'est qu'il faut des expertises spécifiques en recherche et qu'il y a vraiment une formation au Canada qui est assez importante sur les sciences de la réadaptation, la sociologie, sur les méthodologies quantitatives, qualitatives, mixtes, et qu'il y a une importance qui est pour le partenariat avec le patient, qui est vraiment au centre des préoccupations. Elle disait qu'au Canada, il y a vraiment cette dynamique de réseau de recherche et que c'était quelque chose qui était à la fois stimulant et à la fois facilitant, par exemple pour le recrutement des patients ou pour l'identification des nouveaux enjeux en lien avec les projets de recherche. Donc, dans les éléments positifs, il y avait vraiment cette expertise en recherche avec cette formation qui est probablement plus riche que ce qu'on peut avoir en France. Le lien avec l'université qui était important. Et dans les éléments plus négatifs, elle disait qu'elle est chercheuse
du CHU Sainte-Justine et l'Université de Montréal, mais elle n'est pas clinicienne. Donc elle dit, trouver les patients, c'est compliqué. D'autant plus qu'on parle de réadaptation pédiatrique. Donc à nouveau, on a parlé plusieurs fois dans la journée de niche. Donc là, on est vraiment sur un challenge dans les projets de recherche. Et donc, elle disait, le lien avec les cliniciens, il n'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler euh, pour, euh, pour pouvoir mener à bien les projets de recherche. Donc, leur faiblesse, c'est le fait qu'il y ait moins de liaison avec le soin et donc moins de liaison avec les structures qui accueillent habituellement les enfants. Donc, au niveau des propositions, concernant la dimension projet, je pense qu'il y a un premier aspect qui est le fait de pouvoir transformer les activités et les pratiques au sein des établissements. Donc, l'innovation interne, l'amélioration continue de ce qu'on peut proposer aux enfants et à leurs familles. Donc, si on prend les résultats de l'enquête, on voit que certaines initiatives sont déjà en place, qu'il y a une vraie motivation des professionnels à aller vers ces changements, vers l'amélioration des pratiques. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir permettre la poursuite des développements et les favoriser. On voit à nouveau que l'activité de soins, elle se transforme, euh, que le clinicien n'a plus exactement forcément le même rôle que ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, que le clinicien, euh, bien sûr, il accompagne les familles, les enfants lors de séances individuelles, mais aussi qu'il peut les accompagner différemment. Et donc, pour les accompagner différemment, il y a cette dimension un projet qui est vraiment importante. Et donc, il y a un enjeu pour les cliniciens qui est le développement de compétences, notamment en gestion de projet. Le fait de pouvoir libérer du temps. La majorité des professionnels qui ont répondu, lorsqu'ils participent à des projets, c'est sur leur temps libre. Au niveau des directions, il y a un enjeu de continuer à faciliter l'accompagnement des dynamiques existantes, en favorisant les dynamiques internes, mais aussi en facilitant le fonctionnement qui existe déjà en réseau au niveau des ARS, la poursuite de l'accompagnement de la transformation des soins avec l'encouragement des dynamiques collaboratives et donc des dynamiques collaboratives intersectorielles. On en a à nouveau plusieurs fois parlé. Les enfants en pratique, ils sont dans les structures médico-sociales, ils sont dans les écoles, ils sont dans les SMR, ils sont en libéral. Et donc, il ne faut pas cloisonner complètement là où on peut les trouver. Et c'est ma dernière diapo pour la dimension innovation externe. Donc, par exemple, en partenariat avec une entreprise ou recherche, l'enjeu, c'est de pouvoir, euh, là, pour le coup, il s'agit de développer de nouveaux projets qui n'existent pas ailleurs, des nouvelles formes de soins qui n'existent nulle part, ou alors d'évaluer ces nouvelles formes de soins. Donc, ça, c'est quelque chose qui nécessite des réponses à des appels à projets, des recrutements des enfants dans les projets, des communications scientifiques, donc des compétences qui sont un petit peu différentes de celles de la gestion de projet. C'est une dynamique qui est plus confidentielle sur nos territoires, qui nécessite un rattachement à l'expertise, l'université, les équipes de recherche, les forces en local ou en innovation en tout cas, avec pour moi deux niveaux d'implication possibles au niveau des SMR pédiatriques. Le premier, c'est la participation au projet de recherche, donc le fait d'inclure les enfants. Et le deuxième, c'est le fait de proposer des protocoles dans les structures, et donc c'est la promotion. Et donc pour ce faire, au niveau des directions, je pense que dans une première étape, il faut identifier le souhait du niveau d'implication parce que développer de la recherche et de l'innovation, euh, ça nécessite pas mal de moyens. Et donc, d'identifier le niveau d'implication de façon à pouvoir organiser les moyens en conséquence pour ce faire. Au niveau des cliniciens, de la même manière, il faut se poser la question, est-ce que moi, j'ai envie de développer cette compétence en recherche, ça va nécessiter de la formation, ou bien j'ai envie de participer à des protocoles de recherche, ce qui n'est pas la même chose, qui nécessite, qui nécessite également de la formation, mais peut-être une implication qui est un petit peu moins importante avec le fait de pouvoir libérer du temps et se former à nouveau. Au niveau des ARS, toujours l'enjeu de poursuivre l'accompagnement, la stratégie de veille et de conseil, peut-être faciliter l'émergence d'un réseau de recherche en réadaptation, à la fois pour faciliter la participation au projet de recherche, mais également peut-être pour accompagner la promotion de nouveaux projets de recherche directement dans les structures, si vraiment il y a cette volonté de faire la promotion de projet. Et au niveau des chercheurs, je me suis dit que l'exemple de notre collègue canadienne était quand même vraiment intéressant avec le fait de favoriser le développement de projets de recherche-action qui incluent les professionnels et qui valorisent
leurs expertises. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà la présentation. On parle beaucoup du lien entre le sanitaire, le médico-social, les plans partagés, etc. Et donc, on voit bien qu'il peut y avoir de l'innovation et de la recherche dans les deux domaines, enfin, dans les deux secteurs, avec du soutien de chercheurs, de professionnels qui sont à la fois dans le médico-social, dans les labos de recherche, dans le sanitaire. Est-ce que dans les explorations que vous avez pu faire, ça a pu être mis en avant aussi l'implication des libéraux et comment les libéraux peuvent aussi être dans la promotion de la recherche, de l'innovation en réadaptation pédiatrique. Là, non, je m'entends déjà. Donc, il y a eu des libéraux qui ont répondu, donc qui n'étaient pas majoritaires, mais il y a eu des professionnels libéraux qui ont répondu. Donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt des libéraux à participer à cette dynamique. De manière plus spécifique, dans les réponses qualitatives, on n'avait pas les réponses à ces questions. Après, pour mon expérience personnelle sur la promotion de projet, on voit que les libéraux, ils souhaitent participer, que par contre, c'est un vrai effort pour eux parce que ça ne rentre pas dans leur organisation habituelle. Et donc, on est nouveau face à des questions de, de management de l'organisation et de compatibilité avec les missions pour lesquelles ils sont financés. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur cette participation des libéraux parce que la motivation, elle est là. Euh, Par contre, l'organisation n'est pas hyper favorable à leur participation. Question? Alors, toujours. Bon. Je ne sais pas si vous avez exploré ça, mais après, il y a un vrai enjeu finalement financier. C'est-à-dire, alors si on parle de nouvelles technologies, est-ce que les industriels ils sont prêts à mettre de l'argent pour les populations pédiatriques? Tu as parlé de niche, mais en fait, c'est aussi, est-ce que tu penses que c'est une force, une limite? Comment tu gères cet effet niche finalement? Il peut être limitant dans l'innovation, parce que finalement, le débouché commercial, il va être aussi de moins d'ampleur. Je pense que c'est une question importante à se poser. Et effectivement, l'industriel ne va pas aller dans un premier temps dans le développement d'une solution pour les enfants en situation de handicap. Je pense qu'il y a un enjeu d'équilibre financier et de manière pratico-pratique, je pense qu'il ne peut pas se le permettre. Par contre, sur les développements des innovations en France, à nouveau, c'est mon expérience personnelle, ce qu'on voit, c'est que des entreprises qui ont déjà un marché qui est existant sont prêtes à faire des ajustements de leurs solutions pour des publics autres. Donc, que ce soit pour une solution qui est destinée aux adultes en réadaptation, qui va être transformée pour les enfants en réadaptation, ou une solution qui est destinée aux enfants avec un développement typique qui va être ajustée pour être plus inclusive pour les autres populations d'enfants, et notamment en situation de handicap. L'autre chose, je pense que le fait de développer des solutions pour les enfants en situation de handicap, ça leur donne une bonne image de marque. Et donc, ils peuvent être sensibles à cet argument. Et en désespoir de cause, il y a des programmes européens qui existent, justement en considérant que les enfants peuvent avoir des besoins spécifiques et que le marché n'est pas forcément hyper favorable à la création de ces solutions. Et donc, il y a une possibilité euh, de d'identifier et de bien montrer un besoin de façon à ce qu'au niveau européen, il y ait des financements pour que des solutions soient créées, des aides au niveau global. Et donc, je pense que la dimension européenne est la bonne parce que effectivement, on est dans un petit marché
Et donc, de vendre quelques solutions en France, ce ne sera pas suffisant. Et donc, il faut avoir une dimension un petit peu plus importante. Et on peut parler de France, s'il vous plaît, bien que tout le monde soit plutôt intéressé par des sujets qui concernent le cerveau et toutes ces compensations, on change complètement de sujet, même si vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau est impliqué dans les crises alimentaires et que l'intestin serait notre deuxième cerveau. Il y a donc un sujet sur les troubles alimentaires chez l'enfant, puisqu'il y a quand même une place importante pour la prise en charge de ces troubles-là en SMR pédiatrique. Et il y a donc deux sujets qui sont consacrés à cette thématique cet après-midi. Parce qu'en fait, de quoi parlons-nous quand nous parlons des troubles alimentaires? Alors, j'ai le même problème que tout le monde, je n'arrive pas à passer à la diapositive. Eh bien, on en parle de plein de choses. Est-ce qu'on parle de nutrition, d'alimentation? Est-ce qu'on va parler de famille d'aliments? Est-ce qu'on va parler de rythme alimentaire, de grignotage, de prise alimentaire? Est-ce qu'on va parler d'émotions, de comportement alimentaire, de sensations? Vous voyez que les sujets sont extrêmement larges quand on parle des troubles alimentaires. Et est-ce qu'on va s'intéresser à la croissance, à la corpulence, à l'image corporelle, à la satisfaction de l'image corporelle, à la maladie ou pas? Tous ces sujets, en fait, ce sont les troubles alimentaires de l'enfant et de l'adolescent. On a été obligé de cibler et deux sujets ont été retenus. C'était la commande de nos ARS. C'était d'une part les TCA, donc les troubles des conduites alimentaires, et d'autre part l'obésité pédiatrique. Donc nous n'allons pas parler des troubles de l'oralité ou d'autres problématiques alimentaires, mais uniquement de ces deux-là en SMR pédiatrique avec un état des lieux et l'organisation de l'offre de soins dans nos territoires. Et je vais donc passer la parole à Émilie Ngassov et Anaïs Maheu pour le premier groupe sur les TCA. Merci. Bonjour, Émilie Ngassov. Du coup, je suis pédopsychiatre à Angers. Alors, désolée, j'ai une extinction de voix aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas très désolée. Je suis accompagnée de ma collègue. Anaïs Maheu, je suis pédiatre à Rennes. Et donc, on va vous parler de la prise en charge des TCA dans la région Bretagne et dans la région Pays de Loire. Un petit diapo d'introduction. Donc, de quoi on parle? Déjà, les TCA, c'est vraiment différentes pathologies. C'est un spectre très large. Donc, il y a les troubles alimentaires pédiatriques, avec ce qu'on appelle les troubles de l'oralité, les ARFID, l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique, majoritairement. Ça concerne vraiment une population très large dans la pédiatrie, c'est de 0 à 18 ans. On sait que l'impact il est important sur la santé et sur la qualité de vie des patients et de leur entourage. C'est un impact physique, psychique. Il y a souvent un isolement relationnel, parfois une déscolarisation, et puis un épuisement de l'entourage qui peut venir avec le temps. Ce sont des pathologies qui sont très longues. En moyenne, les soins, ça peut être 3 à 4 ans pour les patients qui ont une anorexie mentale, par exemple. Et donc, il y a de nombreuses comorbidités psychiatriques qui sont associées, telles que la dépression, les troubles anxieux et TOC. Pour information, je trouve que ça montre que les troubles alimentaires, c'est vraiment devenu des pathologies qui sont de plus en plus présentes dans nos populations. Entre 2019 et 2021, il y a eu plus de 68% d'hospitalisation pour des troubles des conduites alimentaires en Pays de Loire chez les moins de 17 ans. Donc, recommandations communes de prise en charge des troubles alimentaires ou de l'anorexie mentale qui ont été faites en 2010 et de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique en 2019. Dans ces troubles, on sait que la prise en charge elle doit être pluridisciplinaire, graduée, en fonction de la sévérité et de l'évolution des troubles. Il faut forcément au moins 3 trépieds dans le suivi, un suivi à la fois somatique, un suivi à la fois psychique et un suivi à la fois diététique. Le suivi est plutôt ambulatoire initialement, sauf en cas d'urgence. Il y a vraiment une gradation entre la consultation, l'hôpital de jour et l'hospitalisation complète en fonction de la sévérité des troubles. Tout ça, ça va nécessiter une cohérence et de la continuité dans les soins. Parce que finalement, si il y a plusieurs équipes différentes entre la fonction hospitalière de jour et l'hospital complète, il va falloir de la communication. Et il faut forcément intégrer l'entourage aux soins. Donc, pour les Pays de Loire,
Il y a 3 établissements de rééducation. Il y a l'établissement, le centre de l'Arche au Mans, dans le département de la Sarthe, l'EDN à Nantes, dans le département de Loire-Atlantique, et puis le centre des Capucins à Angers, dans le Maine-et-Loire. Donc à Nantes, il n'y avait pas de dispositif spécialisé de trouver conduites alimentaires de repérer sur la structure. Ils prennent en charge l'obésité. En charge l'obésité. Et donc, c'est une population de patients qui peuvent avoir des troubles hyperphages. Et donc, ils repèrent les troubles alimentaires, mais il n'y a pas forcément de professionnels formés dans la structure. Et donc, ils orientent vers des professionnels libéraux. Donc, c'est la SRAE Nutrition qui a fait tout un listing de professionnels avec leur formation qui est sur Internet. C'est un annuel, en fait. Et ils orientent un peu les patients en fonction de leur domicile vers le libéral. Et puis, il y a quand même quelque chose d'important. À partir de 15 ans, il y a un centre spécialisé à Nantes qui fait soit de suite de jour, soit de la consulte, soit de l'hospitalisation complexe. Au centre Barbara pour l'hospitalisation de jour et Salomé pour l'hospitalisation complexe. Et donc, eux, ils peuvent apporter des soins pour les groupes alimentaires modérés à sévères. Et il n'y a pas de recours, par contre, en dessous de 15 ans. Alors actuellement, il y a une équipe qui est en train de faire un projet pour qu'il y ait des soins spécifiques en dessous de 15 ans, toujours dans l'attente de la mise en place de cette équipe. Au Mans, au centre de l'Arche, il n'y a pas non plus de dispositifs spécialisés dans les troubles alimentaires. Là aussi, il faut en charge de surface des acteurs et disciplinaires. Et généralement, quand il y a des difficultés autour de la pédopsychiatrie, ils orientent vers la pédopsychiatrie de secteur. Et actuellement, il y a une équipe spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires qui est en train de se construire aussi sur la pédopsychiatrie du Mans. Et aussi, ça pourrait être une bonne recours prochainement. À Angers, au centre des Capucins, il y a un dispositif spécialisé qui a été mis en place depuis décembre 2022. Donc, c'est assez récent. C'est un financement de fonds d'innovation, d'organisation de pédopsychiatrie. Innovation parce qu'en fait, c'est un partenariat entre plusieurs établissements. À la fois le centre hospitalier universitaire, le centre des Capucins et la maison des adolescents 49, qui est un lieu d'accueil pour les jeunes ados et les jeunes adultes sans rendez-vous, sans premier recours, et qui oriente les patients sont forcément suivis. Donc, sur l'hôpital, sur le centre des Capucins, on a 10 à 12 places d'hôpital de jour réparties sur 3 demi-journées. Le financement nous a permis de recruter des temps d'une équipe pluridisciplinaire, donc la demi-journée par semaine de pédopsychiatre, où je travaille du coup le vendredi matin. Une pédiatre, une neuropsychologue, une psychologue et une psychomotricienne sur 3 demi-journées par semaine. Une diététicienne et une éducatrice spécialisée sur 2 demi-journées par semaine et un peu de temps d'APA. Bien sûr, il y a le temps de secrétariat et puis il y a des infirmières et des auxiliaires de l'hôtel de jour, ainsi que l'encadrement qui ont été mis à disposition par la structure pour que tout l'ensemble puisse fonctionner. Cette équipe, elle a été recrutée en assez peu de temps, mais c'était des gens, à part moi-même et ma collègue pédiatre, qui n'étaient pas du tout formés aux troubles alimentaires. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu un temps d'accompagnement qui a duré plusieurs mois avant vraiment que l'hôpital de jour se lance. Et puis des temps de formation sur deux journées entières avec l'hôpital de Nantes, du coup, avec le service spécialisé de Nantes, qui est venu faire un temps de formation d'équipe. C'est très important. Voilà. Sur l'hôpital de jour, donc à la fois le suivi somatique pédiatrique, le suivi psychique, soit avec moi, soit avec mes collègues psychologues, et un suivi diabétique qui est urgent. C'est vraiment hyper important de pouvoir avoir ces 3 éléments. Et en plus de cette triade de soins, on a nos collègues qui vont ajouter des prises en charge de rééducation. Donc, il y a le suivi psychologique, la psychomotricité. La psychomotricienne, elle vient vraiment pour travailler
tout ce qui va être enveloppe corporelle, image corporelle, parce que c'est des pathologies où généralement il y a vraiment des difficultés dans dans l'image corporelle avec le dysmorphophobie. On sait que selon les études, la seule branche qui fonctionne sur la dysmorphophobie, c'est la psychomotricité, après au moins 6 mois de prise en charge. Donc, qui vont quand même être assez longues pour un temps. La remédiation cognitive spécialisée en TCA, donc une collègue neuropsychologue, elle est formée au CRT spécial TCA. Ça va venir travailler plutôt sur la flexibilité mentale et sur tout ce qui va être vision globale. Que les patients avec des troubles alimentaires, notamment les maladies mentales, vont avoir des difficultés avec ces deux choses-là, notamment. On a aussi des repas thérapeutiques. Dîner avec nos collègues infirmières auxiliaires et un midi de nutrition et nutritrice qui est un repas thérapeutique aussi. L'activité physique adaptée qui va plutôt être pour pouvoir leur réapprendre à faire du sport plaisir et non du sport hyperactivité, parce que souvent c'est l'hyperactivité physique qui est associée aux troubles alimentaires. Et puis on a des médiations de groupe, ça peut être psychocorporelle, médiation cognitive avec des jeux de société, création esthétique, avec nos collègues de l'équipe. Ce qui est hyper important, c'est qu'à l'hôpital de jour, on a une scolarité adaptée si c'est nécessaire, si les patients sont déscolarisés, si y a des difficultés scolaires, qui permet d'avoir une fonction aussi de réintégration dans la scolarité quand il y a des déscolarisations très longues notamment. Et donc comme ça, on a pu réintégrer une patiente qui était déscolarisée depuis quasiment 2 ans en scolarité classique, en y allant vraiment progressivement. Ce qui est vraiment très important aussi, c'est 1 heure de staff toutes les semaines, avec toute l'équipe que je vous ai citée juste avant. Et ça permet de pouvoir échanger sur les prises en charge, de pouvoir voilà, organiser les soins. Et puis, c'est des prises en charge qui sont quand même particulières pour mes collègues rééducateurs. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir faire un accompagnement à la prise en charge de ces patients. C'est vrai que nous, ce qu'on a repéré, c'est vraiment que l'hôpital de jour, en fin de réadaptation, ça représente une alternative à l'hospitalisation en temps complet. C'est forcément mieux accepté par le patient et par son entourage parce qu'il n'y a pas de séparation qu'il peut y avoir en hospitalisation. C'est pas tous les gens pendant des semaines et des semaines, hein, il y a droit à des visites. C'est vrai que des fois, il y a du manque d'habitude quand ils sont hospitalisés à temps complet. Et puis, du coup, le coût est moins dans l'hôpital de jour. Ça évite ou ça retarde une hospitalisation complète, ça va plus tard, si on en a besoin. Où ça permet une transition à la sortie de l'hôpital, c'est-à-dire que quand les patients sont hospitalisés en soins longs, parfois peut-être 3 à 4 mois pour une nutrition, le fait d'avoir des consultes toutes les 2 semaines, ce n'est pas forcément suffisant pour éviter une réaggravation. Et on voit que l'hôpital de jour, 2 fois par semaine, ça permet quand même de maintenir des situations qui sont un peu fragiles à la sortie et de pouvoir les accompagner pour réintégrer la vie quotidienne normale. Et puis, ça consiste le soin et la poursuite de l'activité scolaire, et c'est très important pour les adolescents. L'autre limite qu'on a repéré, c'est que il y a des difficultés de recrutement de pédopsychiatres, parce que moi, je suis un 0,8 équivalent temps plein, donc 4 jours par semaine, mais en fait, on avait 1,3 équivalent temps plein. Donc, dans le financement vraiment, on n'a pas pu trouver d'autres pédopsychiatres qui avaient une formation en troubles alimentaires. Donc, il nous manque toujours ce niveau de temps. Et puis, il y a peu de professionnels formés de manière générale. Et le temps de mise en place des connaissances et des compétences, au départ, il est forcément très long. L'autre limite, c'est que le financement il est non pérenne, ce qui veut dire que les collègues ils vont tous décider d'aider. Et là, on vient de faire notre bilan, et donc on va avoir une réponse sur la pérennisation ou non à la fin de l'année. Donc, on espère pouvoir continuer à travailler. On n'a pas eu de financement non plus pour les frais annexes. Ça n'avait pas été forcément réfléchi dans le projet. Donc, tout ce qui est les ateliers thérapeutiques, le matériel, pour les sorties thérapeutiques, ce genre de choses. Voilà. Et puis, on n'a pas forcément non plus possibilité de financer le renforcement de l'équipe, puisque au départ, le dispositif il était financé pour 40 patients par an. Et là, on est déjà à 120 patients pour l'année 2023.
Donc, on a un petit peu exposé les chiffres pour le coup. Il manque aussi un temps d'optimisme, par exemple, pour les troubles de l'oralité. Voilà. Les coûts supportés par les structures, donc le CHU, les Capucins et la langue d'AD sont non négligeables, parce qu'il y a forcément tout le centre de coordination, les enfants, le tableau. Voilà, au CHU, il y a mes collègues psychologues et éducatrices du service d'hospice qui sont financés dans le projet. Il y a pas mal de temps en plus qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe. Et puis, on a très peu de solutions de santé globale pour les patients. Il faut savoir qu'à Angers, il y a entre 1 et 2 ans d'attente pour des soins de secteur de pédopsychiatrie en fonction de l'âge. Donc, c'est vrai que quand il y a des comorbidités psychiatriques très lourdes, c'est toujours compliqué de pouvoir avoir des soins cohérents. Voilà. Je me présente, je suis Julie, coordinatrice de la Fédération des SMR pédiatriques en Bretagne occidentale. J'ai une question plutôt organisationnelle par rapport à l'expérimentation qui est en cours en Pays de la Loire. Vous avez évoqué le fait qu'il fallait vraiment accompagner la montée en compétences, former les professionnels, et en même temps, vous avez pu parler du fait que c'était des professionnels qui étaient en CDD. Donc, comment, au sein de ces établissements, vous faites face justement à ces difficultés, c'est-à-dire de former des professionnels qui, à la fin de leur CDD, comment vous faites? Parce qu'il n'y a pas forcément... J'espère qu'on va avoir les financements pour pérenniser le projet et qu'on va pouvoir continuer de travailler tous ensemble. Alors, tout à fait, mais c'est juste que là, vous avez démarré déjà depuis plus de 2 ans dans les mêmes professionnels, vous avez dû déjà changer de professionnel. Je crois qu'on a changé une fois de psycho, une fois d'appart, une fois de psycho. Et c'est tout. Le reste des professionnels est resté les mêmes quoi. Et donc, effectivement, à chaque fois, ça demande de pouvoir prendre du temps, d'expliquer déjà comment on fonctionne, de prendre le temps aussi d'être en contact avec d'autres professionnels qui travaillent déjà dans. Non, en fait, je disais juste que c'est vrai que je pose la question pour vous, mais c'est de façon générale, par rapport à toutes les présentations qui ont été faites aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de développement d'activités, et que tout ce développement d'activités nécessite de faire monter en compétence les professionnels, mais qu'on est en même temps confronté aux limites qui sont le renouvellement professionnel, les CDD, etc. Et donc, ça me dérange pas parce qu'en fait, les gens qui ont eu ces formations, ils vont travailler autre part après, et donc leurs compétences, elles se transfèrent à d'autres lieux, à d'autres endroits, et au final, ça touche plus de population. Donc en fait, moi, ça ne me gêne pas de former des gens qui vont partir peut-être dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 12 mois. De toute façon, c'est le jeu. Hein. Plus cette fois ça informée et intéressée, mieux ce sera. Hein. Donc on fait avec. Voilà. Si je peux répondre, moi, j'étais dans la préfiguration du projet au Capucin. Ça faisait partie du cahier des charges de départ de pouvoir former les professionnels, puisqu'on n'en avait aucun qui était formé au TCA. Et que de même qu'on a dit tout à l'heure que c'était une sacrée gymnastique de combiner l'éducation intensive, hospice complète, hospice de jour, pour l'infirmière d'hôpital de jour de passer de la toxine à l'accueil d'une ado expérimentale, c'est aussi une sacrée gymnastique. Et en fait, ils ont quand même été bien en peine au départ, nos professionnels, face à cette population dont ils n'avaient pas du tout l'expérience. Et la formation, en fait, on a eu la chance d'avoir effectivement le Créo Bassinga de Nantes qui a proposé des visios, donc ils ont pu se former en visio. Et après, c'est surtout l'équipe de toi, Lily, la pédopsychiatre et Frédéric Gaffet, la pédiatre, qui dispense de la formation aussi à l'occasion des staffs et c'est de la culture commune, en fait. C'est pas que de la formation en tant que telle. Est-ce que c'est un choix de ne pas intégrer des radiothérapeutes dans vos équipes, quand on sait qu'ils sont spécialistes de la généralisation sur les actes de la vie quotidienne? Quand le projet a été pensé au départ, on n'avait pas du tout une ergothérapeute par choix, effectivement, parce qu'en fait, on a un budget limité. Et donc, du coup, on a été au plus efficace selon les données de la science actuelle, en fait. Et c'est vrai que il y a plein de choses, il y a plein de professionnels de santé qu'on n'a pas forcément intégrés au dispositif, mais si on avait plus de financement, je pense que ce serait des professionnels qu'on intégrerait comme l'orthophoniste, en fait. Alors, on sent que ça manque à certains moments dans certaines prises en charge, mais voilà, on a fait
on a limité en fait parce qu'on avait un budget qui n'était pas extensible. Donc voilà, on a fait des choix. Moi, j'ai peut-être une réflexion complémentaire, c'est peut-être au niveau des statuts. En tant que professionnel de santé, dans ces établissements SMR, on est surtout vu comme on n'a que du temps dédié avec les patients pour faire de la prise en soin, de la prise en charge. Mais tout ce temps d'acculturation autour, de coordination, d'information, d'accompagnement des familles, c'est pas pensé dans nos statuts de professionnels de santé dans ces établissements. Pour le coup, moi, je n'ai pas ressenti ça du tout avec les établissements avec lesquels je travaille. Le temps de coordination, et même je me ressens, le temps de coordination, de rencontre avec les familles, ce temps un peu informel, en fait, les professionnels peuvent le prendre parce qu'ils ont plus de temps de travail que de temps de prise en charge dans le journée. En fait, ça a été pensé de telle façon à ce que ils aient des moments pour leur transmission, pour pouvoir rencontrer les familles. Euh, et donc, je pense que c'est essentiel, effectivement, puisque une grande partie du travail ne peut pas faire que de la prise en charge individuelle dans le genre de pathologie, hein, le temps de rencontrer avec les familles. Tous mes collègues, en fait, de l'hôpital de jour rencontrent les familles à un moment de soit la diète, la psychomote, la psychologue, même les infirmières. En fait, l'accueil du patient se fait avec les parents une première fois, avec les infirmières dans l'hôpital de jour. Voilà, il y a des temps qui sont en dehors des prises en charge. Et ça me paraît très, très important. Alors, je ne sais pas si c'est pas forcément des statuts ou si c'est fait comme ça dans certains établissements et peut-être qu'il faut amener à réfléchir à comment faire autrement, sans doute. Donc, en tout cas, pour ces prises en charge-là, c'est vraiment nécessaire. Bonjour, je suis cadre socio-éducatif en fait et je travaille avec le docteur Maheu au sein de SMR Ado, donc je dirige l'équipe éducateur, moniteur éducateur, assistant de service social. Et pour répondre à la réflexion sur l'ergothérapeute, qui est tout à fait intéressante comme idée, je voudrais juste préciser que l'éducateur spécialisé travaille sur la vie quotidienne, sur l'épanouissement personnel du patient, et donc vient complémenter en fait l'équipe de soins qui travaille en civil, et donc ça permet aussi un décalage avec le soin, puisque ce sont des patients qui cherchent aussi beaucoup la médicalisation, qui ont affaire aux soignants, et du coup, ça les aide à se décaler parfois dans des activités autres, en fait. Qui permettent aussi de changer un peu de vie, ouais, voilà, sur la pathologie et de les décaler de ça, puisqu'ils n'ont pas affaire à des soignants, mais qui travaillent en sanitaire. Oui, ça va dire. Je suis désolé pour le docteur Bonelli, mais je vais poser une question. En fait, c'est plus une question en vous entendant. Qu'est-ce que disent vos patientes et vos patients de se retrouver, par exemple, dans un établissement où il y a des enfants polyhandicapés, des gens qui sont en fauteuil roulant électrique, et ainsi de suite? Parce que comme ils peuvent avoir des éléments de dysmorphophobie, est-ce que ça les recentre ou est-ce qu'au contraire, ça les aide? En tout cas, est-ce que vous avez quelques éléments par rapport à cette dysmorphophobie pour croiser d'autres enfants? Les troubles de l'image corporelle dans les troubles alimentaires, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque, c'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir des difficultés à percevoir leur propre corps, mais en fait, le corps des autres, ils s'en fichent. Enfin, c'est pas quelque chose qui les envahit, hormis peut-être dans le cas d'anorexie mentale très sévère, où du coup, elles ont une fascination pour la maigreur, et c'est plutôt de voir d'autres collègues anorexiques qui les mettent en difficulté que de voir des patients avec une obésité ou des patients avec un handicap. Ça, je suis plutôt d'accord avec Anaïs. Finalement, ça permet de décaler de l'image corporelle et de pouvoir parler d'autres choses aussi. C'est hyper important d'avoir une population de patients qui est hétérogène pour le coup. On voit bien quand elles sont que toutes ensemble, je dis toutes parce que c'est souvent des filles, aussi des garçons. Quand ils sont tous ensemble
entre l'aspect des troubles alimentaires, finalement, c'est plus envahissant pour eux que quand ils sont avec d'autres populations de patients. C'est plutôt très positif ce mélange. Alors, comme pour les autres groupes de travail, la première étape a été de recenser les SMR pédiatriques de nos deux régions et de les solliciter pour savoir quel était l'état des lieux de leur activité obésité. En Bretagne, il y a donc Wolfdorf qui accueille des adolescents en situation d'obésité, on peut dire aussi en situation d'excès de poids, et la fondation Rennes-Beaulieu, tandis qu'en Pays de Loire, il y a trois établissements qu'on a déjà cités, l'Arche au Mans, les EAM à Nantes et les Capucins à Angers. Avec ce recensement, il y a eu des premiers échanges entre la Bretagne et les Pays de Loire, essentiellement entre Cécile Obermont et moi-même, et la diffusion d'un questionnaire pour caractériser les établissements, les équipes, les programmes, pour faire donc cet état des lieux, mais également recenser les problématiques et essayer d'y répondre. Il y a aussi eu de nombreux échanges avec l'APOP. L'APOP, c'est une association nationale, c'est l'Association pour la prise en charge de l'obésité pédiatrique, qui est très active dans le domaine et qui a un groupe de travail national autour de la place des SMR dans le parcours des enfants qui souffrent de surpoids ou d'obésité. Et puis, il y a eu également une réflexion avec les CSO. Les CSO, ce sont les centres spécialisés obésité, donc le CSO de Bretagne. Et en Pays de Loire, on a un lien avec le CSO, mais également une méga structure qui s'appelle la SRAE Nutrition. On en a déjà parlé. C'est une structure d'appui et d'expertise en nutrition. Alors, elle a le super avantage de recenser du coup tous les acteurs de la dénutrition, de la promotion de la santé, de l'obésité, de l'enfant, de l'adulte, du sujet âgé. C'est à la fois un avantage et un inconvénient, puisque du coup, on a l'impression que nous, acteurs de la niche pédiatrique que nous avons cité plusieurs fois aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu dilué, même si la très nutrition nous a parfois aidé sur certaines thématiques. Les CSO, je vous ai fait un petit rappel sur cette diapositive. En fait, il y a 37 CSO en France, c'est un label pour pouvoir définir par région des centres qui sont censés animer le territoire autour de la thématique obésité, prendre en charge les obésités sévères, structurer les filières. Et cette carte, vous voyez, elle date de 2012. Vous voyez qu'en Bretagne, il y a un CSO qui est Saint-Grégoire, donc il n'y a pas du tout d'activité pédiatrique. Et en Pays de Loire, il y a deux CSO, Angers et Nantes, chacun pour leur région, avec un CSO pédiatrique qui est situé à Angers et qui est régional. Ces centres spécialisés obésité, ils ont plusieurs missions, donc je les ai cités rapidement. Assurer la prise en charge complexe, surtout l'obésité sévère. Alors certains ont cru que l'obésité sévère, c'était que la chirurgie bariatrique. C'est l'exemple de cliniques privées. Ça a été en tout cas une première étape dans la labellisation. Maintenant, on sait qu'il n'y a bien sûr pas du tout que la chirurgie bariatrique comme réponse à l'obésité sévère. Il y a bien sûr organiser les filières et proposer donc des prises en charge pertinentes dans les domaines que sont la médecine, la chirurgie, mais également la pédiatrie. Également un réseau qui s'appelle FORCE, qui est la recherche en obésité, et une coordination et une concertation nationale, c'est le GCCC. Pour revenir au SMR qu'on a interrogé, donc les établissements que j'ai cités donc, sont 3 en Pays de Loire et 2 en Bretagne. 3 sont en milieu urbain. Ça peut être important quand même de se dire ça parce que du coup, ça peut beaucoup conditionner les types de prise en charge. C'est-à-dire que si vous êtes très éloigné du tram ou du bus, ben, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à développer de l'hôpital de jour, de la consultation, ou vous allez être plus enclin à faire de l'hospitalisation complète, mais du fait de votre configuration territoriale et pas tellement du fait de décisions scientifiques ou même organisationnelles. 3 sont adossés à un SMR adulte. Ça peut être important parce que souvent, on est un petit peu, en pédiatrie, on se sent parfois un peu menacé par, on l'a dit ce matin, hein, on parle de la DMA, de la réforme des autorisations, des financements et que l'activité pédiatrique coûte cher. Donc, parfois, être adossé à un secteur adulte, ça permet d'équilibrer les finances. Et tous ces établissements sont plurithématiques, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas que des patients qui sont avec des problématiques d'obésité. Ce qui, je pense, est un atout d'avoir plutôt d'être plurithématique.
Et vous voyez, là, le recrutement est plutôt départemental ou régional, rarement au-delà. Et c'est tant mieux parce que ce n'est pas l'idée de séparer les enfants de leurs proches. Tous ces établissements ont dit qu'ils avaient des partenariats identifiés avec leurs correspondants locaux dans les CHU, les CSO. Il y a quand même beaucoup de recours à la génétique et à l'endocrinopédiatrie pour ces patients-là. Et il y a le plus souvent un partenariat formalisé avec le CSO. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et il y a un partenariat formalisé avec le CSO pédiatrique pour 3 d'entre eux. Je pense que ce sont ceux des Pays de Loire, parce qu'il n'y avait pas de CSO pédiatrique en Bretagne jusqu'à il y a peu. Vous voyez, du coup, il n'y a aucun partenariat avec les REPOP. C'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas, les REPOP. Ce sont les réseaux de prise en charge et de prévention de l'obésité pédiatrique qui sont développés dans de nombreuses régions. Bretagne et Pays de Loire n'en ont pas, donc 0%. Donc, je vous ai remis le modèle des REPOP. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle. C'est un modèle qui existe, vous voyez, depuis 2006. Et même avant, puisque Toulouse a fêté les 20 ans de son REPOP en juin dernier. Donc, vous voyez qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de retard, puisque le REPOP, en fait, c'est l'idée d'avoir un forfait de soins coordonnés en proximité pour les enfants et leurs familles pendant 2 ans. Par exemple, à Bordeaux, quand vous commencez un suivi dans un REPOP pour un surpoids ou une obésité, vous bénéficiez pendant 2 ans de 14 consultations gratuites, prises en charge, avec à la carte diététicienne, enseignant d'activité physique adaptée, psychologue et bien sûr médecin traitant. Donc cette carte, c'était celle de 2006. Les REPOP ont montré quand même leur efficacité. Ils ont même publié en 2019 qu'il y avait vraiment une amélioration du Z-score de l'IMC chez les enfants à 2 ans et même au-delà, c'est-à-dire après l'arrêt du suivi REPOP. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et vous voyez que la carte a été actualisée en 2023 et on est toujours les grands absents de cette carte. Donc, c'est bien de parler du SMR, mais en fait, je pense que c'est vraiment dommage de ne pas parler de la filière dans son entièreté. Depuis ce matin, on parle de gradation. Et on ne peut pas parler que de la complexité si on n'a pas parlé des phases en amont. Et je pense que vraiment, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse réfléchir concrètement à cette solution dans nos 2 régions. Vous avez cité ce matin l'intérêt d'être adossé à la journée coquillage. C'est super parce que du coup, on est effectivement au plus près des réadaptateurs de l'enfant et du jeune âge. Mais ce serait super que dans 2 ans, la prochaine journée soit adossée à la création du REPOP de Bretagne, par exemple. C'est une idée comme ça que je glisse en passant. En tout cas, depuis 2023, il y a un nouveau cahier des charges des CSO. Maintenant, il y a une obligation d'avoir un volet pédiatrique, d'où, je crois, la réunion que vous avez vue cette année en 2024 en Bretagne pour commencer à y penser. Mais je trouve qu'on a la parole sur la Bretagne. Les équipes pluridisciplinaires, toujours avec ce questionnaire, on a vu qu'elles étaient effectivement pluridisciplinaires, avec majoritairement, bien sûr, des diététiciens, des psychologues, des enseignants APA, mais aussi des kinés, des ergots, des psychomotes. Vous voyez, toute la palette de DSMR, avec le plus souvent des pédiatres comme médecins coordinateurs, mais parfois des médecins généralistes, et parfois même des chirurgiens ou des médecins nutritionnistes. Il y a quelques SMR qui disposent de l'expertise d'un pédopsychiatre, ça c'est assez formidable, mais c'est somme toute assez rare. Dans les avantages, les points à valoriser, c'est que dans l'ensemble, tout le monde est formé à l'ETP et qu'il y a un médecin coordinateur formé à l'obésité, ça c'est quand même chouette. En revanche, les difficultés, on les a déjà citées, c'est le turnover des équipes et le besoin de formation très régulier de ces équipes. Sur les différentes prises en charge, on a plusieurs modalités. Il y a de la consultation, de l'hôpital de jour, de l'hospitalisation complète. Une question qui revient souvent sur les hospitalisations complètes, c'est la durée des séjours. La HAS recommande qu'il y ait le moins possible de séjours longs chez les enfants, puisque la question, c'est toujours celle du retour à la maison. On est vraiment sur une condition chronique et un travail nécessaire avec les familles, mais on sait aussi que dans la réalité, on croise des situations bien compliquées. Le plus souvent, il y a des programmes ETP qui sont développés et les familles sont intégrées. La durée du séjour, j'en parlais, vous voyez qu'il y a des séjours courts, des séjours d'été, des séjours longs. C'est important de respecter les rythmes des enfants. Les familles ont le plus souvent envie que ce soit accompagné d'une scolarité, soit sur les vacances scolaires pour éviter de manquer l'école, mais en même temps pas à Noël parce que vraiment Noël c'est trop important. Donc en fait, on a quand même plein de contraintes aussi pour organiser cette activité. La population, elle est quand même assez diverse. En principe, le SMR n'est pas centré sur le premier recours, donc pas sur le surpoids de l'enfant. Vous avez un défini le surpoids en fonction du Z-score de l'IMC et de la courbe IOTF.
Et on est censé plutôt accueillir des enfants en situation d'obésité, mais quand il n'y a pas de premier recours, et bien de temps en temps, le SMR est quand même obligé de prendre en charge des enfants en situation de surpoids parce qu'il n'y a pas d'autre réponse. Et que c'est compliqué de dire, bah, écoutez, non, tant pis, on ne peut rien faire pour vous. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'obésité très sévère, d'obésité morbide, des obésités compliquées, parfois avec des comorbidités orthopédiques, mais surtout beaucoup de situations qui relèvent aussi de la pédopsychiatrie, beaucoup de situations qui relèvent aussi de l'aide sociale à l'enfance. On a aussi des enfants qui sont déscolarisés, qui sont en phobie scolaire. On peut en avoir avec des pertes d'autonomie. Et puis il y a aussi le cas particulier des obésités syndromiques, pour lesquelles les parents sont très en difficulté, puisqu'ils cumulent en général plusieurs handicaps, la déficience, les troubles du comportement, l'obésité. Donc il y a aussi des demandes de répit, mais c'est un peu un cas à part. Donc le constat globalement, c'est que les obésités très complexes sont en augmentation et qu'elles relèvent quand même d'acteurs très différents, puisqu'il faut du soin psychique, il faut une assistance sociale, parfois il faut faire le lien avec l'AEMO ou avec l'ASE, avec l'école, avec le SAPAD, avec les surspécialités, le généticien, l'endocrino, parce qu'en plus il y a aussi bien sûr maintenant plein de nouvelles molécules pour lutter contre les obésités sévères, et on a dans l'ensemble affaire à des familles vulnérables, je dirais, dans 90% des cas. Donc, on se met à penser à des nouvelles modalités de prise en charge, obésité et réhabilitation respire, obésité périscolaire, obésité et TCA, puisque quand vous avez parlé des TCA, Naïs et Émilie, vous avez parlé essentiellement de l'anorexie mentale, mais on a aussi plein d'obèses qui ont des TCA avec des hyperphagies boulimiques. L'âge de ces enfants hospitalisés était le plus souvent quand même l'âge collège-lycée, un petit peu chez les moins de 10 ans, qui sont en principe normalement pas trop hospitalisés ou pas trop longtemps sans leurs parents. Et en hôpital de jour, en revanche, on a toutes les tranches d'âge. Dans les problématiques relevées en commentaire, je l'ai cité, il y a des inquiétudes par rapport à certains modes de financement, par rapport aussi aux temps qui ne sont pas forcément bien identifiés, bien valorisés, qui sont tous les temps de coordination dont on a parlé, les temps en fait qui ne génèrent pas d'activité, mais qui sont essentiels pour que l'activité qu'on déploie soit efficace, adaptée, coordonnée. Ensuite, le respect des rythmes des familles, ça je l'ai cité. Et puis moi, je trouve que dans l'ensemble, les familles ne veulent plus se séparer. On part plus trop en colonie de vacances maintenant. Les enfants, du coup, parfois, c'est leur première expérience de séparation lorsqu'ils sont hospitalisés. Et ça, il faut être très attentif à ne pas décompenser certaines situations. On a quand même parfois des décompensations psychiatriques en hospitalisation. Et il faut toujours s'interroger, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a donné. Enfin, c'est une forme de médecine de l'échec. Alors, c'est un peu dur de dire ça, mais c'est plutôt, c'est pas de la médecine aiguë, quoi, parce que la réponse qu'on va apporter, si c'est manger, bouger, on sait que ça ne marche pas, même s'il y a le très bon site mangerbouger.fr, ça ne suffit pas. Et enfin, c'est aussi la coordination entre les différents acteurs qu'on a déjà cités. Alors, il y a quand même des idées. Certains se disent est-ce qu'il faut faire des séjours par enfant, surtout pour les petits? Est-ce qu'il faut déployer des équipes mobiles? Est-ce qu'il faut se concentrer sur la perte d'autonomie? Est-ce qu'il faut imaginer quelque chose pour les obésités syndromiques? Est-ce qu'il faut faire plutôt des repas thérapeutiques ou des soirées famille ou travailler le samedi pour pouvoir répondre à toutes ces familles? Et enfin, comment est-ce que les parcours sont coordonnés? Ça marche très bien quand il y a un réponse. Voilà. Enfin, donc les perspectives d'avenir, donc au niveau national, j'ai cité la POP. La POP, donc c'est cette super association à laquelle tout le monde peut adhérer. Il y a un super site qui s'appelle Banco, où il y a plein d'outils de formation, plein d'outils de prise en charge autour surtout d'outils ETP dans le surpoids et l'obésité. Je vous redis ce qui existe. On a parlé des CSO, on a parlé des REPOP, et il y a plein d'articles 51, plein. Il y a OBPédia, vous en avez peut-être entendu parler, c'est pour l'obésité sévère. Donc, il y a 9 centres qui sont impliqués, dont Angers. Il y a un article 51 qui est en Auvergne. Il y en a un qui est du côté d'Orléans. Il y en a un qui est aux Antilles. Vous voyez, il y en a plein. Donc, il y a 5 expérimentations article 51 en matière de surpoids et obésité pédiatrique qui ont vu le jour. Celui qui a été transposé dans le droit commun, c'est Mission Retrouve ton cap. Donc, vous avez peut-être déjà entendu MRTC. C'est l'idée de développer un forfait de premier recours dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, c'est déjà une première réponse, mais la cible, c'est vraiment le jeune enfant, plutôt le moins de 10 ans et plutôt en surpoids. Donc, après, on a des organigrammes qui permettent de se repérer, mais ça, c'est quand on dispose de tout pour pouvoir orienter les patients.
Et on voit du coup cette gradation depuis la prévention, le repérage avec le médecin traitant, la santé scolaire, tous les acteurs autour de l'enfance, jusqu'aux différents niveaux de recours que je vous passe. Et on voit quand même que le SMR, il est tout en bas, il est dans le deuxième et le troisième recours. Quand c'est complexe, quand il faut de la pluridisciplinarité, quand il faut des équipes mobiles, quand il y a plusieurs handicaps, bref, tout ce qu'on s'est déjà dit. Donc là, je vous renvoie au cahier des charges, c'est assez compliqué, mais ça permet de montrer quand même qu'il y a besoin de cette gradation, parce que la gradation, le niveau de complexité, il n'est pas forcément médical, le plus souvent, il est psychosocial. Donc c'est vraiment ça le maître mot. Alors, je passe la main à la Bretagne. Merci Marion. Alors, juste faire apporter un petit correctif sur le CSO en Bretagne. Donc, il est effectivement situé sur Saint-Grégoire, mais il y a un versant pédiatrique qui est initialement représenté par la Fondation Ildis à Roscoff, mais moi, j'ai demandé à être assistée aussi par le docteur Gerfaux de Rennes-Beaulieu. Donc, en fait, on est deux à gérer un petit peu le CSO pédiatrique. Et justement, depuis un an, on travaillait à essayer de recenser, à faire une cartographie des prises en charge de l'obésité sur le territoire de la Bretagne, sachant qu'historiquement, et là je parle fin du XXe et début du XXIe siècle, la prise en charge de l'obésité en Bretagne était essentiellement basée sur deux établissements SMR, qui étaient Roscoff et la Fondation Ildis, à l'époque centre de Pérardy, et puis la Bouexière, dont l'activité a été transférée à Rennes-Beaulieu. Donc, on a commencé à faire une cartographie en fonction des niveaux de recours dont Marion vous a parlé. Donc déjà, le premier recours, on s'adresse à des enfants qui sont en surpoids, en général qui sont jeunes, ou éventuellement une obésité modérée, mais dans un contexte socio-familial plutôt favorable. Et les artisans de la prise en charge de premier recours, c'est l'ensemble des médecins et des professionnels de santé qui s'occupent des enfants. Donc, c'est pas forcément des pédiatres, ça peut être des médecins généralistes, c'est tous les services de santé scolaire, infirmiers et médecins scolaires. C'est l'ensemble des médecins qui s'occupent d'enfants, donc y compris les médecins MPR, par exemple. Voilà. Et puis, à cela, on a rajouté sur la carte les maisons de santé qui ont adhéré au programme Mission Retrouve ton Cap, programme qui est financé par la CNAM. Et on voit qu'on en retrouve un petit peu partout. Et par contre, elles ne sont pas forcément très, très bien réparties sur le territoire, notamment, par exemple, sur le Finistère, puisque c'est quand même ce que je connais le mieux. Plonevé, Porzay et Le Fou, c'est quasiment, c'est tout proche l'un de l'autre. Donc, ça, c'était pour le premier recours. Pour le deuxième recours, nous avons séparé entre ceux qui ont un programme d'éducation thérapeutique et les deuxièmes recours qui n'en ont pas. Donc, ceux qui n'ont pas de programme d'éducation thérapeutique, il y a le centre hospitalier de Quimper, il y a le centre de rééducation fonctionnelle de Trestel à Lannion. Alors, eux, ils viennent d'ouvrir une prise en charge de l'obésité pédiatrique, puisqu'initialement, c'était uniquement de la rééducation fonctionnelle. Et puis, au CH de Vannes, il y a une pédiatre qui s'est formée l'année dernière à l'obésité pédiatrique et qui est en train d'élaborer son programme d'éducation thérapeutique. Lorsqu'on rajoute les établissements ayant un programme d'éducation thérapeutique, on note que on a un maillage territorial qui est déjà un petit peu plus global, avec à la fois des centres hospitaliers, comme Morlaix par exemple, Lorient, le site de Tillane pour la Fondation Ildis à Brest. On a aussi, pareil, le CHM de Plérin, qui lui aussi était uniquement MPR et qui a développé un programme de prise en charge avec un programme d'éducation thérapeutique effectif à côté de Saint-Prieuc. Voilà. Par contre, on note quand même qu'on a un gros manque en Centre-Bretagne, Pontivy-Loudéac, il n'y a pas grand monde. Donc, les enfants et les familles sont obligés d'aller soit sur Plérin, soit à Lorient ou à Vannes. Et puis, c'est un peu pareil sur le territoire numéro 5,
Où, là, pour le coup, à part aller à Rennes-Beaulieu ou venir dans les Pays de la Loire, il n'y a pas non plus beaucoup de propositions. Perdu. Voilà. Donc, une fois qu'on a établi les acteurs du deuxième recours, on arrive au troisième recours. Donc là, on revient à nos deux établissements historiques, la Fondation Endis à Roscoff et la clinique de la Fondation des étudiants de France à Rennes-Beaulieu, qui sont les seuls établissements en fait à proposer des hospitalisations complètes, prolongées. Alors après, avec des durées d'hospitalisation qui sont variables. Ça peut être des séjours relativement courts, mais c'est le plus souvent quand même des séjours d'au moins un trimestre scolaire. Et là, on s'adresse à des obésités très sévères, avec des IMC très élevés, et puis souvent des comorbidités, soit psychologiques, soit médicales. Bon, cela n'empêche évidemment pas de s'occuper aussi des enfants qui ont des obésités un peu moins sévères, y compris en ambulatoire, et puis de proposer, ce qui était évoqué aussi tout à l'heure, des petits séjours d'une semaine par enfant pour les enfants les plus jeunes. Voilà, et puis pour finir, on rajoute les deux CHU quand même, le CHU de Brest et le CHU de Rennes, qui sont pour le coup essentiellement en charge de qui s'occupent essentiellement des obésités syndromiques et puis de tous les bilans d'obésité complexe, mais qui ne font pas de prise en charge réelle des patients au long cours. Alors, un petit peu peut-être au CHU de Rennes, dans le service MPR, pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas accueillis à Beaulieu. Donc, sur le territoire breton, les prises en charge s'effectuent de façon interdisciplinaire. Il y a des liens entre les différents établissements de santé. On a notamment des liens formalisés sur le Finistère par l'organisation de RCP à peu près une fois par trimestre. Et on a pour projet, alors actuellement, ça concerne essentiellement Quimper, Morlaix, Brest, Roscoff. Le projet est d'essayer de les étendre progressivement vers le Morbihan et l'ouest des Côtes-d'Armor, puis à l'ensemble du territoire. Et on a la prévision d'un copie obésité pédiatrique courant 2025 sur le site de Roscoff. En fait, on aurait voulu le faire en 2024, et puis il y a eu quelques soucis de santé qui ont fait que ça n'a pas pu se faire. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire au premier semestre 2025. Bien sûr, on est aussi en connexion avec les services de santé mentale, notamment pour les prises en charge des troubles des conduites alimentaires qui peuvent exister aussi chez les patients obèses, hein, c'est pas rare. Les centres médico-psycholo-pédagogiques, les maisons des adolescents, les maisons sport-santé pour les quelques-unes qui proposent des activités aux adolescents. Et puis j'en oublie sûrement, les PMI pour les petits et autres. On est parfois aussi sollicité par les IME, les IEM, qui ont aussi dans le monde du handicap des enfants en situation d'obésité. Donc, cette cartographie que je vous ai présentée, il est envisagé de la mettre sur le site du CSO Bretagne. Si vous avez besoin de renseignements, il est toujours possible d'en avoir par le biais de Valérie Guiton, ici présente, qui a gentiment préparé le diaporama d'ailleurs, merci. Et puis, voilà, alors le site internet est en cours de restructuration, mais petit à petit, les choses avancent, on va dire. Donc maintenant, je vais repasser la parole à Marion. J'ai dépassé le temps, merci. Pour les Pays de Loire, ce sera plus rapide, je vais faire plus sur le cas. Vous voyez qu'on retrouve les deux CSO. En rouge, le CSO pédiatrique qui est situé à Angers. On a les 3 SMR pédiatriques, Angers, Nantes et Le Mans. Angers est engagé dans OBPédia, donc un article 51, et également dans la chirurgie bariatrique des adolescents, qui se fait uniquement sur dérogation, mais qui existe quand même depuis maintenant plus d'une dizaine d'années à Angers. Pour Mission Retrouve ton cap, on a l'impression qu'il y en a plein de petits points bleus. On se dit, bah, c'est pas mal. Mais j'ai regardé du coup la carte de France de Mission Retrouve ton cap. Dans les Hauts-de-France, il y en a 380. Ça vous donne quand même du coup un comparatif. Il y a 0 report. Et puis, il y a une SRAE Nutrition
J'en ai déjà parlé et on a parlé tout à l'heure de Réseaupédia qui est notre SRAE santé de l'enfant. Bon, c'est un autre choix de la région. La SRAE nutrition a quand même un super outil. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ce que je voulais vous montrer parce que ça dure 7 minutes et qu'on va vraiment trop dépasser. Mais je... Ah, mais puis en plus, je ne peux pas l'ouvrir. Et bien, donc, comme ça, c'est réglé. Vous pouvez y aller. En fait, il y a quand même une super carte qui s'appelle... Il y a un outil qui s'appelle Cartonut. Et par exemple, quand vous êtes un patient habitant en Vendée à tel endroit, eh bien, vous renseignez votre adresse, vous pouvez renseigner un rayon de 10, 20, 30 km et vous recherchez une diététicienne dans ce rayon-là et vous avez du coup la liste. En fait, c'est une forme d'annuaire, mais il y a les acteurs de la dénutrition, de l'obésité et savoir s'ils sont plus sujets âgés, enfants. Donc, c'est un super outil, hein. Après, ça donne les adresses, mais ça ne donne pas le financement. Et la SRA Nutrition a aussi plein d'outils. On en a parlé tout à l'heure, le certificat d'inaptitude partielle, du coup, il est en ligne, disponible sur ce site, et également des outils autour de la prise en charge des enfants en excès de poids. Je vous remercie de votre attention. J'ai une question. En vous écoutant sur les enfants très obèses, donc, si on les met dans l'évaluation de la classification internationale du fonctionnement, c'est un vrai handicap. Vous avez parlé de la nécessité d'inclure les familles et ainsi de suite. Les établissements médico-sociaux, notamment les CESAD, on a des CESAD moteurs, des CESAD cognitifs, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à réfléchir à des CESAD d'obésité sévère? Je n'ai pas forcément réfléchi à cette option-là. Nous, on a plutôt pour l'instant réfléchi à une option d'équipe mobile qui irait dans les familles, qui irait sur les lieux, effectivement aussi de scolarisation. Voilà, on était plutôt parti là-dessus. Maintenant, Je ne sais pas non plus si c'est oui ou non à cette question. Les produits ont été développés par pas mal de SMR dans le sud de la France, mais aussi parce que ça correspond à une enveloppe financière. Autour de la question du CESAP, là où je rejoins la philosophie, c'est que on a beaucoup d'ateliers qui sont centrés sur la parentalité. Et dans les CESAP, il y a quand même pas mal d'accompagnement éducatif d'un enfant différent finalement. Donc, ça ne serait pas inintéressant. Mais je ne sais pas si ça. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le modèle qui est développé ailleurs. C'est plutôt l'accompagnement en général, il est 2 années. En CESAP, souvent, c'est tout long quand même. Parce que du coup, on aurait du mal à les faire sortir du CESAP, parce que souvent, quand on est ado, un adolescent obèse, on a 75% de chance d'être un adulte obèse. Cela dit, quand on est paralysie cérébrale, c'est 100%. Donc, je suis Marie Bonneau, je suis kinésithérapeute en cabinet libéral en pédiatrie à Pornichet. Et vous avez parlé tout à l'heure, si j'ai bien compris, peut-être pas, que à travers les maisons de santé Plurico, on peut développer des projets quid du lien entre, voilà, moi je suis toute seule dans mon cabinet, j'ai envie de monter des ateliers ou des cours en charge. Quel lien il peut y avoir avec des gens compétents qui veulent m'aider à être encore. Comment on peut mettre en place parce qu'il y a des liens qui se font. Par rapport au projet Mission Retrouve ton cas, c'est forcément porté par une maison de santé Pluripro. Donc, il faut vous mettre en lien avec une maison de santé Pluripro engagée dans ce dispositif. Et en fait, il y a une enveloppe, une somme d'argent qui est prévue pour accompagner les enfants en situation de surpoids. Il y a du temps médical et du temps d'autres prises en charge. Certains décident que c'est de l'orthophonie, d'autres que c'est du temps de kiné. Souvent, il y a de la diététique et du temps de psychologue. Et donc, en fait, il faut vous rapprocher d'une MSP qui est engagée dans la MRPC ou motiver une MSP pour s'engager dans la MRPC. Voilà. On a une question. Bonjour Yann Lelez, de Réseau Piège. Justement, en réponse à des questions sur le libéral comme ça, il n'y a que les MSP qui vont permettre de pouvoir réellement penser des activités coordonnées. Donc, voilà, ça passera toujours par
se réunir. Il ne peut pas venir dans les mêmes locaux, hein. L'INSP, c'est pas dans les mêmes locaux, les équipes coordonnées qui travaillent ensemble. Nous, avec lesquels on a essayé de faire des petites présentations sur les actions coordonnées. C'est demain, il faut absolument que ça soit aussi une autre modalité de valorisation de l'activité des professionnels libéraux, parce que la rémunération là est contre-productive dans toutes les approches de santé publique dont on parle depuis ce matin. Il y a également les CPTS qui doivent, à mon avis, rentrer dans quelque chose. Enfin, normalement, il commence à y avoir des CPTS de partout. Donc, ça peut faire partie des CPTS, communautés professionnelles d'un territoire de santé, qui sont des organisations à l'échelon d'un territoire, avec c'est les libéraux et les centres hospitaliers qui travaillent ensemble pour essayer de se coordonner, pour essayer d'établir des parcours de soins qui soient gradués et améliorer la coordination entre les professionnels de santé et l'hospitalisation. Donc, et pour lesquels il y a eu quelques financements. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur les EHPAD. En fait, je verrais l'intérêt parce que les adolescents qu'on accueille, en tout cas sur Beaulieu, ils sont en général âgés, on va dire 12-17 de toute façon, mais que sur mineurs, il y a quand même des comorbidités aussi, enfin, des problématiques d'isolement social, de phobie scolaire et d'harcèlement. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte qu'ils puissent repartir, et des fois, ils ont peur de repartir dans leur collège ordinaire. Et l'avantage qu'aurait les CETAD, autant qu'une équipe mobile, c'est peut-être d'avoir un suivi au long cours. Un jeune qu'on appelle à 12-13 ans pourrait bénéficier d'un suivi un petit peu pour la reprise et puis peut-être pour pas reprendre des habitudes qu'il avait avant. Donc, c'est pas inintéressant, mais après, ça permettrait d'avoir un suivi derrière, parce que nous, c'est des programmes de 3 mois. Et donc, du coup, derrière, ils ressortent. C'est pas facile. Et quand ils ressortent de chez vous, ils ne sortent pas vers le néant. Normalement, il y a quand même toujours un suivi derrière. Oui, bien sûr. Mais je dis au niveau des fois familial, oui. En tout cas, voilà, on n'a pas forcément la possibilité, notamment, il y a beaucoup, vous disiez dans votre présentation, de problématiques aussi socio-familiales. Et en fait, on voit bien que ça ne suit plus derrière sur les niveaux éducatifs ou autres, hors de, voilà, et c'est vrai que du coup, ça pourrait venir pallier des fois à un travail au sein de la famille ou même au sein de l'école. Oui. Ils ne sont pas dans les rangs. Non, pas du tout notre propos. Non, parce qu'effectivement, normalement, ça fait partie aussi des missions. Enfin, nous, on les renvoie en général vers les équipes qui nous les ont adressées, mais on les revoit systématiquement. Et je pense que c'est pareil à Beaulieu. Après, oui, c'est sûr que les retours à domicile sont parfois très compliqués. Alors, en général, on peut repérer la problématique socio-familiale. Nous, on essaye d'inciter les familles à faire la demande d'être soutenues sur le plan éducatif. Mais encore faut-il qu'ils l'acceptent. Quand on est vraiment très inquiet, on passe par un signalement. Maintenant, effectivement, c'est une des raisons je pense à la Franche-Comté, par exemple, à Besançon, ils ont développé l'équipe mobile et c'est une des raisons pour laquelle ils l'ont développé. C'était effectivement pour pouvoir accompagner les familles après des hospitalisations prolongées, à la fois sur le plan pondéral, bien sûr, de l'activité physique, mais aussi sur le plan social et éducatif. Je vous rejoins, ce que je n'ai même pas cité dans la présentation, mais le harcèlement, c'est la première complication chez l'enfant obèse, une complication psychosociale, c'est vraiment majeur. On aura un problème de nombre s'il faut mettre tous les enfants obèses, c'est ça, puisque c'est presque 20% maintenant, le surpoids incluant l'obésité. Donc, il faudra sans doute cibler les situations et puis travailler aussi en prévention dans les milieux scolaires pour l'inclusion et limiter la grossophobie.
Merci beaucoup. Il nous reste voilà, à conclure cette journée. Et pour la conclure, moi, je voudrais vous dire merci. Merci à tous pour votre participation et la richesse des échanges. Merci à tous les contributeurs qui étaient présents et ceux qui ont contribué et qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui parce que vous l'avez signalé à chaque fois, mais vous étiez nombreux à travailler et les présentations étaient d'une grande qualité. Donc, merci pour l'énergie dépensée. On sait que vous avez fait ça sur votre temps de travail pendant que vous preniez en charge les enfants. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à tout le comité d'organisation. Donc, je citerai effectivement Michael, Philippe, Sylvain, Emmanuel, Anne-Laure. Hein, merci beaucoup et Hélène pour voilà, votre mobilisation pour la préparation pendant 2 ans de cette journée. Donc, reposez-vous et on recommence dans une semaine. Voilà. Je voudrais aussi un merci un peu particulier pour Frisbee. Parce que certes, je les ai cités pour cette préparation de journée, mais plus simplement pour tout le travail qu'ils font au quotidien. Pour moi, effectivement, c'est d'être en train de générer une dynamique contagieuse en Bretagne, mais aussi au-delà. On le voit avec l'article 51 Timenco, et puis les envies que je pense vous arrivez aussi à nous donner à tous, ARS et professionnels de santé. Donc vraiment, merci et je crois qu'on peut tous les applaudir. Merci. Je terminerai juste en vous disant que non, vous n'êtes pas une niche. Pour moi, aujourd'hui, vous étiez une ruche. Parce que je trouve que ça a voilà, donné énormément d'idées de travail, donc de belles perspectives. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on va tout faire en 2025, mais en tout cas, je crois que ce qu'on peut, en tout cas, quel engagement on peut prendre, en tout cas en région Bretagne, c'est que dès le début de l'année 2025, on va se réunir dans le cadre, on a un atelier SMR pédiatrique. On va effectivement repartager sur les interrogations et les propositions que vous avez émises aujourd'hui. Et on va essayer de se dessiner une feuille de route pour les 2 ou 3 ans à venir. Voilà, moi, l'engagement que je prends avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie tous une dernière fois. Et je vais, allez, pour me faire plaisir, je ne vais pas parodier un chanteur que j'aime bien, mais et si on se donnait rendez-vous dans 2 ans, peut-être pas même ville, peut-être pas même jour et peut-être pas même périmètre, ça nous allons en discuter. Mais voilà, merci à tous. Céline, Céline m'a dit tu veux passer en premier ou moi en premier, je suis galant. J'ai laissé passer et puis finalement, j'ai plus rien à dire. Mais juste pour finir, ce matin, je me dis que j'étais un mec heureux parce que c'était sympa. Je suis encore plus heureux ce soir. Je vais rentrer dans ma campagne natale parce que je suis au fond de la campagne. Et je peux vous dire que c'est vraiment sympa d'avoir vu, de vous avoir vu, d'avoir entendu les échanges, la richesse des échanges. Et ça va se traduire dans les mois qui viennent. Je vais réunir, comme Céline, les acteurs de la filière SMR pédiatrique des Pays de la Loire. Et on va analyser ce qui a été produit et on va voir si on peut mettre en œuvre quelques solutions, quelques nouvelles expérimentations dans les années à venir. Et j'ai quelques idées. Encore merci et à bientôt. Donc. Juste les remerciements, je pense qu'on peut remercier nos 2 tutelles qui sont la RS Pays de la Loire et la RS Bretagne pour le soutien, pour l'organisation. Je pense que ça, c'est très important. Je pense que, en fait, on n'est pas dans une activité de niche parce que s'occuper des enfants dont on s'occupe, en fait, c'est de s'occuper de tous les enfants. Et travailler dans les dispositifs dans lesquels on travaille, c'est en fait s'occuper de tout le système de santé parce que on fait, nous, c'est autour du pronostic fonctionnel, de la participation, de la qualité de vie des enfants et de tous les enfants. Et ça, je crois que c'est très important. Que ces journées, en fait, elles se doivent aussi de ne pas finir que par faire du basilic. Il y en a certains qui ont eu leur badge et pas d'autres. Et donc, ce qui vient de se dire, c'est que c'est un laboratoire de travail, des discussions qui ont eu lieu entre nous. Il y a des choses qui vont nous obliger, d'autres un peu moins. Certains ont plus parlé que d'autres. J'en suis désolé, docteur Bominil. Mais en tout cas, c'était très agréable et je crois que c'est hyper important d'avoir aussi ces moments informels entre nous, au café, ainsi de suite, de vous laisser repartir, mais peut-être de continuer la discussion après. Parce que, en fait, ce qu'on est en train de montrer, c'est que
force d'échange, force de co-construction, ben, on peut faire avancer la roue pour les enfants. Et ça, c'est ce qui doit nous animer. Je vous remercie. Deux éléments de perspective. Donc, je vais réduire deux éléments de perspective. Le premier, c'est une dynamique de transformation permanente et du coup, le rendez-vous qui est donné pour plus tard, il me paraît essentiel. En attendant, il faut qu'on travaille. Vous avez compris que là, il y a 2 ans, c'est vous qui nous avez donné envie de continuer à faire plus et de produire. Et du coup, il faut que ça se reproduise à nouveau. Le nombre de retours qu'on reçoit, c'est ce qui permet de construire et de répondre en fait à ce dont les personnes dans la salle ont envie d'entendre dans 2 ans. C'est comme ça que ça marche. Dites-nous de quoi vous voulez parler dans 2 ans et quelle structure vous voulez voir comme type de réunion pour que ça vous fasse avancer. Premier élément de perspective. Et deuxième élément de perspective, c'est demain. Je regarde Yann Lelay. Et on a eu cette idée au début de dire, et si on faisait les journées des ARS et coquillages ensemble? Et puis c'est arrivé. Je suis content que ça arrive. Ceux qui ne sont pas encore inscrits pour demain, est-ce qu'il reste encore de la place? Il reste de la place. Incroyable. Et du coup, demain, les 20 ans de coquillage, la réadaptation pédiatrique sous une autre forme, avec des ateliers, avec des pratiques professionnelles. Et du coup, je pense on aura là, sur ces 2 journées-là, une vraie richesse à la fois de ce qu'on sait faire et puis de ce qu'on a envie de faire et de montrer. Voilà. C'est là où vous annoncez qu'il y a de la neige dehors et qu'il y a tout ça. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup à tous.